Bienvenue à Top Chrono. Cette semaine à l'émission, la pensée populaire veut que les jeux vidéo isolent. Or, il semblerait que les bars à arcade et à jeux vidéo soient de plus en plus répandus à Montréal. Serait-il la façon de socialiser du futur? Les savoir-faire artisanaux suscitent un regain d'intérêt au Québec. Quelle place occupent les artisans locaux sur le marché actuel et ont-ils une relève? La musique traditionnelle est une formation unique au Québec. Pourtant, elle n'a formé que 30 étudiants depuis son apparition. La musique traditionnelle québécoise est-elle toujours bien vivante? Tout cela et bien plus encore en 27 minutes, Top Chrono. Bonjour, ici Martha Raposo. Aujourd'hui, Top Chrono est au restaurant et galerie d'art Don Carlos sur la rue Sainte-Catherine à Montréal pour vous parler de musique, art, culture et jeux vidéo. Alors que le numérique prend d'assaut la vie moderne, la vie en société se façonne. La croyance populaire veut que les jeux vidéo isolent, mais la reporter Anne Simard a rencontré quelques joueurs à Montréal qui nous prouvent le contraire. Est-ce que les jeux vidéo sont le moyen de socialiser du futur? Une grande question. Mais qu'en est-il concrètement? Pour y répondre, nous avons parcouru les rues de Montréal pour aller à la rencontre de joueurs et d'experts. Le jeu, en fait, comme espace de socialisation a toujours existé. La différence maintenant, c'est qu'en fait, il ne nécessite plus un contact physique. En effet, on a la possibilité de rester chez nous derrière un ordinateur. Il y a une socialisation qui est là pareil. La plupart des jeux demandent de la coopération. Est-ce qu'il y a des équipes qui se créent? Est-ce que les gens doivent se parler? Une équipe de soccer, là, ça s'apprend des attaquants, des défenseurs, des gardiens. Là. Dans un jeu vidéo, il y a ces mêmes besoins de personnes. Les joueurs forment une communauté très hétérogène. Pour satisfaire tous et chacun, une galaxie de jeux et de plateformes existe. Parmi les plus populaires, les jeux en ligne. Twitch est une plateforme web qu'on peut regarder le monde jouer. Ma caméra, le chat et le jeu joue en même temps. Bon, on me regarderait jouer et on dit hey, « Salut, comment ça va? » Mathieu Fortin, testeur de jeux vidéo à Warner Bros., joue à la réalité virtuelle chez lui. Je sors pas beaucoup, mais je suis très confortable chez moi à jouer avec mes jeux puis à interagir avec mes amis en ligne. Par contre, j'ai comme loi que de ne jamais refuser une invitation sociale. C'est juste d'avoir une balance saine entre ça et les amis de la réalité. Pour y explorer différentes façons de socialiser par les jeux vidéo, Mathieu nous a proposé de vivre avec lui 3 expériences. Les pods à Hangar 51, le jeu virtuel Ingress et les arcades rétro à Arcade Montréal. Nous commençons notre aventure à Hangar 51, situé sur l'avenue Saint-Laurent à Montréal. On offre une expérience qui est complètement unique au Canada. C'est les capsules Tesla, celles que vous voyez derrière moi en ce moment. Ces capsules-là permettent de vivre une expérience vraiment unique, qui est un peu semblable à un simulateur de vol. Mais au lieu de conduire un avion, on conduit un robot géant. Ce sont très souvent nos amis, peu importe avec qui on est venu au Hangar 51. Toute l'histoire du jeu vidéo s'est jamais créée seule. Ça a toujours été des équipes qui se sont mises ensemble pour développer tout ça. Puis c'est grâce à ces équipes-là aujourd'hui que ces choses-là existent. Je pense que le jeu vidéo, c'est une des choses les plus sociales qui existent sur la planète. La meilleure façon de vivre un jeu vidéo, c'est très souvent de le jouer avec des amis, de le jouer avec des inconnus. La technique du reculon. À Hangar 51, nous avons rencontré Floyd, un joueur assidu du jeu mobile Ingress Prime. C'est un jeu basé sur la géolocalisation sur téléphone cellulaire où il faut bouger réellement. Le jeu, en fait, à la base, a été fait par un des gars qui travaillait chez Google. Il a créé ce jeu se basant sur la map de Google avec toutes les rues.
Dans Ingress, il y a les Resistants qui sont les bleus et les United qui sont les verts. Et c'est un jeu mondial. On allume son scanner dans le jeu. On peut parler à des joueurs de son équipe, même si on est dans un pays étranger. Et c'est là que Ingress en fait, a vraiment un côté vachement social. Arrivé au Québec, je me suis dit ce serait une bonne façon d'élargir mes cercles d'amis, de connaissances, de personnes que je peux connaître, etc. Et en jouant à Ingress, en fait, j'ai vraiment connu toutes sortes de personnes. Très content de te rencontrer. Ben ouais, moi aussi. Nous avons laissé Floyd pour un dernier checkpoint, Arcade Montréal. Jusqu'ici, nos rencontres confirment qu'à l'ère du numérique, les jeux vidéo nous rapprochent. Mais qu'en est-il du royaume des jeux rétro? Une bonne bière dans une ambiance rétro, c'est ce que des gens comme Jonathan retrouvent ici. Moi, quand j'étais jeune, on jouait, on était tous rassemblés. Aujourd'hui, c'est avec Twitch qu'on fait ça. Et en même temps avec Arcade Montréal, c'est à peu près le même trait des années 80-90. Tu vois les deux joueurs, puis la crowd en arrière, puis c'est tellement magique. Quelqu'un qui arriverait sans rien connaître, forcément aura du mal à s'intégrer à cette communauté-là. Comme si moi j'arrivais dans la communauté des parieurs pour les courses hippiques, j'y connais rien, forcément je pourrais pas m'intégrer avec eux, là. Mais ça veut pas dire que je peux pas parier et que je peux pas être un parieur moi-même. À l'extérieur, dans les bars, sur le cellulaire ou à la maison, le jeu est à la portée de tous. Ici Anne Simard, Montréal. À la portée de tous et depuis bien longtemps, Anne Simard a voulu en savoir un petit peu plus sur cette façon de socialiser à travers les jeux avec la sociologue Anaïs Marchand. À partir du moment où on rentre dans un milieu où il y a une passion et où en plus c'est un milieu qui est quand même discriminé, là, les geeks c'est pas la personne qui va être mise en avant, c'est pas comme l'image traditionnelle là, de la hiérarchie sociale. Par exemple dans les établissements scolaires, c'est le sportif qui est au-dessus des geeks, même s'il commence à avoir un renversement. Donc c'est sûr que ce n'est pas un milieu qui met forcément en avant des capacités de socialisation très très développées. Et c'est là où en fait on rejoint la définition du gamer. La personne, elle va venir et puis elle va apprendre en fait. Donc elle va devenir gamer en tant que telle. Donc c'est sûr que la première fois où elle passait la porte, ça sera peut-être pas heureux là. Genre elle va pas rencontrer tout le monde et tout ça. Mais à partir du moment où elle va apprendre, elle va commencer à avoir un facilitateur social qui est le gaming pour pouvoir rentrer en échange avec des personnes. Dans 2 minutes top chrono, les professionnels de la musique traditionnelle québécoise sont nombreux. La relève existe, mais ce n'est pas sur les bancs d'école qu'ils apprennent le métier. Un reportage de Cédric Thévenin. Capitale culturelle du Canada, la province québécoise est un terrain fertile pour des artistes d'un peu partout dans le monde. Nous avons rencontré l'auteur, compositeur et interprète brésilien Romel Ribeiro. Installé à Montréal depuis sensiblement 13 ans, il vient nous parler de fusion de musique au Québec. Auteur, compositeur, interprète de musique brésilienne, comment tu définis en fait ton style musical? J'aime bien de pas d'avoir de définition pour la musique parce que comme auteur, comme compositeur ici, et même la musique brésilienne, c'est toujours une fusion et un mélange de styles. Et moi, je me sens ouvert de voyager dans chaque style du Brésil aussi. Et à Montréal, spécialement, j'ai eu l'opportunité de jouer avec des autres musiciens, des autres nationalités aussi. Pour moi, c'était important pour construire un peu ma version de ma musique. Moi, oui, je viens du Brésil, mais je pense que ma musique, c'est un petit peu plus que la musique brésilienne. Et moi, j'aime bien être ouverte pour les expériences. Le printemps est maintenant dans nos cours et très bientôt, Montréal va bourdonner de festivals. Pour nous parler de musique traditionnelle québécoise, nous avons avec nous le reporter et musicien Cédric Thévenin. Bonjour Cédric. Bonjour. Alors Cédric, vous êtes vous-même musicien français et vous vous êtes intéressé à la musique traditionnelle québécoise. Vous avez fait un reportage là-dessus. Est-ce que vous êtes revenu de cette expérience convertie peut-être? Ouais, la musique québécoise, elle est très belle. C'est en plus quelque chose qui n'existe pas du tout en France. Et je vous propose de voir comment elle se transmet ici au Québec avec mon reportage. Seulement 3 élèves étudient à l'option de musique traditionnelle au cégep de Lanaudière cette année. Ce programme a accueilli une trentaine d'élèves en 20 ans et il est le seul dans son genre dans tout le Québec.
Mais ce n'est pas un signe de déclin de la musique traditionnelle, selon un de ses professeurs. La musique traditionnelle, c'est une musique du peuple qui a toujours été transmise de génération en génération par tradition orale. C'est sûr que le côté académique de l'apprentissage musical, comme au même niveau que la musique classique ou la musique jazz, c'est pas nécessairement le procédé normal pour apprendre la musique traditionnelle depuis le tout début. La musique traditionnelle montre sa vitalité à Joliette. Elle contribue depuis longtemps à l'identité de la région de Lanaudière. Depuis quelques années, les musiciens sont même de plus en plus nombreux à se rassembler pour la pratiquer ensemble les jeudis soirs au bar L'Albion. Les jeunes sont bien présents. Des fois, il peut y avoir 3 générations, puis des fois 4 dans la même soirée. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est que les jeunes qui commencent à s'intéresser à ça, qui arrivent là-dedans tout frais, puis que ça fait 2-3 ans qu'ils évoluent là-dedans, s'intéressent au vieux répertoire aussi. Thierry Clouette vit de la musique traditionnelle depuis 1 an, 4 années seulement après avoir obtenu son diplôme d'études collégiales dans cette discipline au cégep de Lanaudière. Je pense qu'il y a moins de gens qui font de la musique traditionnelle pour la demande qu'il peut avoir par rapport au nombre de gens qui font de la musique pop ou de la chanson francophone, par rapport à la demande qu'il y a pour ça. Fait que j'ai l'impression que c'est plus dur de percer, si on veut, en musique pop qu'en musique traditionnelle, avec la même quantité d'efforts. Les gens, quand ils veulent de la musique traditionnelle, ils n'ont pas besoin de savoir c'est qui les artistes nécessairement, ils veulent un style de musique. Mais quand ils engagent un groupe, ils veulent souvent, un groupe de musique pop, ils veulent savoir c'est qui, si c'est quelqu'un de connu. Si c'est quelqu'un de complètement inconnu, il y a pas mal moins de chances qu'il soit engagé que si c'est juste un groupe de musique traditionnelle au sens large. La musique traditionnelle est de moins en moins associée au temps des fêtes seulement au Québec, grâce à ses festivals, à l'évolution de ses sonorités et à la professionnalisation de sa production. Dans l'image de la musique traditionnelle, si on revient il y a quand même pas tant d'années que ça, il y avait une espèce de préjugé qui était rattaché au grand public, où est-ce que la musique traditionnelle, c'est une espèce de musique de cuisine ou simple, où est-ce qu'on était rattaché à une tradition de ceinture fléchée, de chemise à carreaux, rattaché au temps des fêtes, où est-ce que on avait une espèce de connotation un peu plus rurale de cette musique-là, où est-ce que les gens n'étaient pas nécessairement conscients que cette musique-là peut aussi évoluer que n'importe quel autre type ou genre de musique. Aujourd'hui, le fait que beaucoup de groupes voyagent partout sur la planète en jouant exclusivement de la musique traditionnelle du Québec, puis en voyant la notoriété que ces groupes-là ont sur la scène internationale, et de voir que oui, on peut en vivre aussi, parce que le terrain de jeu est grand, la musique du Québec est très respectée et de plus en plus prisée dans ce milieu-là. Éric Baudry a joué dans 40 pays. Il affirme jouer 85% de ses concerts à l'international. Après une tournée avec son groupe de temps en temps aux États-Unis en février, il s'apprête à tourner en Irlande au printemps. C'était Cédric Thévenin pour l'Université de Montréal. Beaucoup de points intéressants que vous nous avez apportés. Je me posais la question par rapport à Thierry Clouette, ce diplômé de musique traditionnelle. Comment est-ce qu'il voit ce manque d'intérêt envers le parcours académique de la part de ses pairs? Déjà, ce que Thierry Clouette souligne, et ce que tous les musiciens de musique traditionnelle québécoise que j'ai rencontrés soulignent, c'est que la musique traditionnelle, c'est d'abord et avant tout une tradition orale. Les gens n'ont pas l'habitude d'apprendre ça dans un cégep. Après, il y a le fait aussi que le cégep de Lanaudière, c'est le seul cégep qui existe comme ça au Québec. Et il y a aussi un problème, selon Thierry, de communication. Lui, il a dû chercher vraiment sur Internet pour connaître ce cégep, cette formation. Il y a même une ministre de l'enseignement, je crois, au Québec, qui avait dit, ça c'est Éric Baudry qui m'a raconté ça, ils étaient en Écosse, elle a vu un petit concert de musique traditionnelle, la ministre, et puis elle a dit « Ah, ça serait bien qu'on ait la même chose au Québec », et Éric Baudry a dit « Bah ouais, on l'a déjà, ça existe à Lanaudière ». Donc tu vois, même au gouvernement, ils ne savent pas que ça existe. Bien, merci beaucoup Cédric, et au plaisir de vous entendre dans une de nos salles de concert à Montréal. Ouais, merci, salut.
On a parlé de musique du monde, on a parlé de musique traditionnelle québécoise et maintenant parlons un peu de musique classique. Avec plus de 2000 concerts à travers le monde et plusieurs collaborations avec les meilleurs orchestres du monde, le violoniste Alexandre Dacosta est maintenant le 3e chef attitré et directeur artistique de l'Orchestre symphonique de Longueuil. Nous l'avons rencontré pour en savoir un peu plus sur ce nouveau défi. Parle-nous un petit peu de ce nouveau défi. Comment t'en es arrivé là? En fait, l'Orchestre symphonique de Longueuil, c'est un orchestre avec lequel j'ai travaillé dans le passé, comme soliste invité, bien sûr. Et puis là, ben, je prends un tout nouveau rôle, qui est celui de chef attitré et donc directeur artistique aussi. C'est la première fois, en fait, que je vais être de retour chez moi pour un poste d'envergure comme celui-ci. Puis c'est un poste qui donc m'est confié pour 5 ans. Donc je pense qu'en 5 ans, on a vraiment du temps pour mettre quelques assises, pour aussi donner un vent bien personnel. On veut être unique, on veut que les gens viennent pour avoir du plaisir, bien sûr. Puis oui, démocratiser la musique classique, c'est important. Pour moi, ça l'a toujours été parce que la musique classique, c'est pas composé pour l'élite. Ça, c'est ce qu'on en a fait pendant quelques décennies au 20e siècle. Mais en fait, ce que c'est la musique classique, c'est de la musique populaire, qui était populaire à son époque et qui aujourd'hui est encore populaire dans plein de pays. Et puis, c'est excitant. Dans 2 minutes top chrono, Guitar for Vets promeut l'apprentissage de la guitare auprès des vétérans souffrant de stress post-traumatique. Quelques vétérans témoignent des bénéfices thérapeutiques de cette initiative dans ce reportage de Jean-Baptiste Demouy. Pour nous parler d'un des métiers qui a su perdurer à travers les siècles, nous avons avec nous la reporter Marie-Ève Boisvert. Bonjour Marie-Ève. Allô. Les métiers d'art semblent reprendre de l'ampleur au Québec. Est-ce que tu sais qu'est-ce qui motive en fait les jeunes artisans à revenir vers les métiers d'art? Les artisans, c'est des personnes résilientes qui ont su faire perdurer leur art à travers les années. On peut dire dernièrement qu'il y a un regain d'intérêt de la part des personnes, un regain d'intérêt qui peut s'insérer dans une envie de décroissance, une écœurantite généralisée, disons, du système de consommation dans lequel on vit. Donc, les Québécois ont envie de consommer local, éthique, de comprendre d'où les produits qu'ils vont utiliser au quotidien viennent. Donc, toutes des raisons qui font en sorte que on se tourne vers des objets d'artisanat, finalement. Celui-là, ça c'est un autre type de manche que j'ai fait, une autre géométrie que j'ai faite plus pour le fun. Retour sur la musique, mais cette fois sous une autre note. Apprendre la guitare pour apaiser les traumatismes d'après-guerre. C'est une pratique plus courante que l'on ne pourrait le croire. Pour en parler, le reporter Jean-Baptiste Demouy a rencontré quelques vétérans et le responsable du programme Guitar for Vets, Denis Chisolm, à Montréal. Écoutons-le. C'est un vendredi comme les autres à la Chine. Pourtant, au bout de la rue Henri-Dunant se prépare une rencontre pas comme les autres. Au sein du poste de la branche 85-90 de la Légion royale canadienne, Denis Chisolm accorde sa guitare. Il n'a jamais servi dans l'armée, mais il s'apprête à partager quelques chansons avec des vétérans. Le nouveau retraité est en charge depuis 3 ans du pôle montréalais de Guitar for Vets, une initiative proposant aux anciens militaires d'apprendre la guitare. Souvent, on va commencer une leçon, c'est très simple, on va commencer peut-être avec un E minor, puis juste ça. Pour une demi-heure. Puis là, on appelle ça un easy A, c'est un A sas, là, puis ça, c'est musique. Puis là, ça commence, OK. Notre but, c'est pas de parler de qu'est-ce que c'est arrivé à eux autres. On n'est pas des professionnels. Si un soldat parle de leurs problèmes, on écoute. Mais on peut pas donner des conseils, là. On n'était pas là. I know the pattern that the
So it's way I seen down, it- down, up, down? Yeah, that's it. One time, and here it's down, 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 but 2 times per note. Moi, c'est Jean Gargueux, je suis un ancien marin. Mon métier de base, c'était cuisinier. J'ai servi à bord des destroyers, des tankers, des sous-marins. J'ai décidé, tiens, je vais faire quelque chose, je veux jouer de la guitare. Pour me trouver quelque chose pour enlever le stress. Puis ça marche. Quand j'ai on appelle ça les fils qui se touchent, je prends ça, je m'enferme dans une petite chambre, puis je joue de la guitare, puis je viens voir, on vient ici vendredi. Moi, ça me relaxe. J'ai déjà 3 sets de cordes de chant là-dessus, je n'ai déjà pété 2. C'est comme ça. Moi, je m'évade là-dedans. Là. Puis là, depuis, moi, j'ai commencé seul aussi. Là, on est rendu 4 vétérans de mon petit groupe qui commencent à jouer de la guitare. Quand tu appliques guitare favette, ils te demandent t'es-tu gaucher, t'es-tu droitier, puis soudainement, quand on se rend compte une fois qu'ils ont prouvé que je suis un ancien militaire, ils arrivent avec une guitare, pas si ta guitare. Puis ça, moi, j'aurais payé pour une guitare pour jouer avec ces gars-là. Ça en aide peut-être beaucoup à ne pas progresser dans la dépression ou dans le PTSD militaire. Yeah, so this part of your hand can't touch here, Right. just your 2 fingers. So J'ai été artilleur. J'ai servi 10 ans dans l'artillerie des forces régulières. Ça faisait longtemps que j'y pensais. Depuis un rêve d'enfant, en fait, que j'ai tout le temps voulu jouer d'un instrument, mais je suis vraiment la plus nulle des nulles en ce qui a rapport à la musique. Je ne lis aucune note, aucune gamme. J'ai une oreille terrible, fait que ça va être, disons, un nouveau challenge assez surprenant s'ils sont capables de m'apprendre à jouer de la guitare. On a commencé à eu un premier contact il y a plusieurs mois, mais des hauts et des bas dans mon état a fait que j'ai manqué plusieurs cours. À date, les gars, la rencontre qui se font, d'habitude c'est une fois par semaine, mais je pense que des fois ils sont là pour plus souvent si on voudrait aussi. Un autre moyen d'avoir un peu de support et de camaraderie, là. À travers la musique, oui, mais à travers la présence aussi quand on a besoin. Un autre genre de défoulement, de se concentrer sur autre chose que juste qu'est-ce que les obstacles de tous les jours peuvent être. Là. Hey, t'as-tu entendu ça? C'était mon meilleur accord de la soirée. Ça restait pogné dans ma montre. J'étais toujours chanceux en vie. J'avais toujours une carrière que j'ai jamais souffert. J'avais toujours assez d'argent. Puis là, ça me donne une chance à redonner. Pour moi, personnellement, ça m'aide aussi parce que c'est pas toujours moi là, qui prend, puis consomme, puis dépense. Là, je suis capable de lui donner quelque chose que moi, je pense qu'il y a vraiment une valeur. C'est simple. C'est une philosophie assez simple. Tout le monde peut le faire. Ici Jean-Baptiste Demouy pour Top Chrono. Avec nous, Jean-Baptiste Demouy. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour. Les vétérans que tu as interviewés semblent retirer beaucoup de cette expérience. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment ça a commencé? Alors au tout début, c'est Jim Lowther, qui est un vétéran qui souffre de stress post-traumatique, qui a créé Vets Canada. Et pour aider ces vétérans-là à réintégrer la vie civile, parfois ils ont vraiment du mal, ils peuvent tomber dans la drogue, parfois se retrouver sans abri. Et en 2015, il a aussi créé Guitar for Vets, qui est une autre initiative qui aide ces vétérans-là avec la musique. Est-ce que ça se passe un peu partout au Canada? Oui, ça se passe vraiment partout, de la Nouvelle-Écosse jusqu'à Vancouver. Comment ça se passe à Montréal, en fait? Alors à Montréal, ça reste une petite antenne. Ils sont 4 musiciens à se retrouver tous les vendredis après-midi avec Dennis Chisholm, qui est la personne qui chapeaute un peu l'antenne de Montréal. Et puis ils dispensent des cours gratuitement et puis ils se retrouvent tout l'après-midi, ils boivent un coup. Et puis on voit vraiment qu'il y a un impact positif. Ça avait l'air effectivement très amical et même familial. Merci beaucoup, Jean-Baptiste. Des ateliers de création collective dans le but d'encourager le partage et de briser l'isolement social. La reporter Aïssatou Diallo est à la ruche d'art du Musée des Beaux-Arts de Montréal pour nous en parler.
Aujourd'hui, on se trouve à la Ruche d'Art située au Musée des Beaux-Arts de Montréal. Depuis maintenant 2 ans, le musée accueille cet espace créatif qui fait partie d'un réseau international d'environ 160 ruches. Cette initiative a pour but d'offrir aux esprits créatifs un espace d'art gratuit pour évidemment faire de l'art, mais aussi se rencontrer et partager. On y retrouve d'ailleurs des habitués. Parce que je travaille en fait au Musée des Beaux-Arts, puis genre, je voyais beaucoup de personnes venir les dimanches, bien les mercredis. Et je les ai vus quand ils sortaient, ils se ressentaient, on dirait qu'ils avaient l'air beaucoup plus heureux d'une certaine façon, mais oui, un peu heureux, un peu plus calme et tout. Alors je vais essayer pour voir comment. Et j'ai besoin de cette ambiance, de la présence des amis, de cet esprit d'art. À la Ruche, on célèbre les forces et la créativité des individus dans une perspective d'apprentissage et de partage de savoir-faire. D'ailleurs, là-dessus, on écoute John Mingola, artiste multidisciplinaire, médiateur au Musée des Beaux-Arts et animateur à la Ruche. On est ici pour encourager les gens. On est ici pour créer des dialogues. C'est quand même ça. C'est plus que juste un atelier que quelqu'un peut venir et réaliser ses travaux. C'est une activité sociale. On comprend donc que la Ruche propose une approche de thérapie dans un contexte beaucoup moins clinique. Pour en savoir plus sur l'art-thérapie, ne manquez surtout pas le reportage de Carla Meza la semaine prochaine à l'émission. Depuis près d'une décennie, les Montréalais peuvent profiter des bienfaits que procure l'art manuel. Un peu partout dans la ville se trouvent des lieux gratuits où les esprits créatifs, quels qu'ils soient, se rencontrent. Ce reportage est un regard sur un de ces espaces au Musée des Beaux-Arts avec Carla Meza. Tout sur ce sujet et bien plus encore la semaine prochaine à Top Chrono.